France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 11, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 5, volet 1. Le sage Archimède disait autrefois, « Montrez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Bien peu savent que cette phrase renferme un grand mystère, celui de la quatrième dimension. Nous avons appris à l'école que tout ce qui possède une forme, les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, bref tout corps, a une longueur, une largeur et une hauteur. Si nous imaginons au centre d'une figure, par exemple, d'une sphère, une double intersection, nous obtenons au lieu d'intersection un point appelé centre de gravité. Et Archimède pensait à ce point, car il est non seulement le point du commencement mais aussi celui de la fin, le noyau de toute forme. Considéré de ce point de vue, toute forme est uniformément objective, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans son vrai équilibre. C'est en cela que consiste le mystère de la quatrième dimension, donc des concepts d'espace et de temps, de l'intemporalité et de l'infini et, par conséquent, aussi le mystère de la magie de l'espace. Il est recommandé à l'élève de méditer ce sujet à fond, alors des profondeurs insoupçonnées s'ouvriront à lui et la récompense sera une haute intuition. Nous voulons consacrer la formation magique de l'esprit du 5e degré à la magie de l'espace. Formation magique de l'esprit, V. Par les exercices précédents, l'élève s'est approprié une certaine capacité de concentration et a appris à transformer sa conscience à volonté ou à prendre n'importe quelle forme, de sorte que son esprit a plus d'envergure. Les instructions du 5e degré nous enseignent à transposer la conscience au centre de toute forme, à partir de l'atome le plus petit jusqu'à l'univers le plus grand. Par ce procédé, l'élève apprend non seulement à comprendre, à concevoir et à saisir toute forme de son centre, mais aussi à l'y maîtriser. Les facultés obtenues par la pratique des exercices suivants ont une grande importance pour la magie ultérieure, car par elles l'équilibre de l'esprit peut être établi à souhait et à volonté. L'équilibre de l'esprit est la propriété fondamentale spécifique de l'akasha ou du principe primordial de l'esprit. Tournons-nous donc aussitôt vers les exercices pratiques. Prenez la position du corps habituel. Devant vous, placez quelques objets d'une certaine grandeur, par exemple, une sphère pleine, un cube, etc. Il est indiqué de choisir d'abord des objets pleins. Vous fixez un instant un de ces objets, vous fermez les yeux et vous transposez votre conscience en son centre de gravité, donc exactement en son milieu. Imaginez que vous vous trouvez et que vous vous sentez au centre de l'objet. La transposition de votre conscience doit être si forte que vous oubliez, ce faisant, tout à fait votre corps. Cet exercice est à la vérité difficile, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que personne ne se laisse décourager par les échecs du début et que l'on poursuive patiemment les exercices. L'homme n'étant habitué qu'à 3 dimensions, au début se présentent des difficultés qui diminuent d'un exercice à l'autre, et peu à peu on s'habitue à se concentrer au centre de gravité de tout objet. Avez-vous réussi à vous tenir avec la conscience au centre de l'objet choisi au moins pendant 5 minutes, passez au prochain. Après avoir obtenu un aussi bon résultat, choisissez d'autres objets d'exercice, cette fois des objets asymétriques. Vous devez parvenir chaque fois à transposer votre conscience au milieu de n'importe quel objet et à vous y sentir aussi petit qu'un grain de pavot et même aussi petit qu'un atome. Cela vous réussit chaque fois sans aucun dérangement. Mettez-vous au prochain exercice en saisissant du centre de gravité la grandeur et la forme de l'objet. Plus vous vous imaginez petit en lui et plus votre conscience se rétrécit, plus le volume ou l'étendue de l'objet d'exercice doit vous apparaître grande. Pour vous, l'objet choisi est un univers entier, et gardez cette sensation le plus longtemps possible. Cela vous réussit sans dérangement non seulement avec un objet symétrique, mais aussi avec un asymétrique, passez alors à un autre. Vous pouvez considérer que l'exercice est bien effectué, si vous avez à présenter des succès également bons avec chaque objet. Après de nombreux exercices de transposition au centre de gravité, vous obtenez la faculté de pénétrer chaque objet et vous acquérez la connaissance intuitive non seulement de la structure matérielle de chaque objet, mais aussi de sa structure spirituelle.
En même temps, vous obtenez la faculté d'influencer, de charger magiquement à volonté chaque objet de son centre de gravité, donc de son noyau, et d'imprégner ainsi de votre désir la sphère mentale de chaque objet. Au 4e degré, nous avons appris à maîtriser cela de l'extérieur à l'intérieur, et ce degré nous donne la maturité de faire de l'intérieur à l'extérieur la même chose de façon plus énergique encore. Un mage doit obtenir la même chose avec les animaux et les hommes. Il doit aussi pouvoir le réaliser avec des objets qui ne sont pas directement sous ses yeux. La conscience n'a pas d'entrave, de sorte qu'il peut la transposer à la plus grande distance. Si l'élève est arrivé à faire ces exercices, il se met au suivant, qui concerne la transposition de la conscience dans son propre corps, dans la 4e dimension de son corps, de son petit univers, du microcosme, donc dans l'akasha de son propre être. Voici la pratique, vous vous asseyez tranquillement dans votre position habituelle et vous fermez les yeux. Transposez votre conscience exactement au centre de votre corps, par quoi nous entendons le creux de l'estomac où se trouve le plexus solaire. Vous devez vous sentir comme un petit point, comme un atome dans le centre, entre la colonne vertébrale extérieure et la partie antérieure du creux de l'estomac. Ce centre est l'endroit le plus profond de votre corps. Essayez de vous y tenir dans la conscience au moins pendant 5 minutes, servez-vous d'un réveil pour contrôler le temps. Observez de cet endroit votre corps. Plus vous vous représentez exigu, plus l'étendue de votre corps vous apparaît grande, il vous semblera être un grand univers. À cet endroit, vous méditez ensuite à peu près ceci, je suis le centre de mon corps, j'y suis la force principale. Les difficultés du début ne doivent pas irriter l'élève. Si cela ne lui réussissait d'abord que quelques secondes, en persévérant, elles deviendront des minutes. L'élève doit pouvoir se tenir dans ce centre de gravité avec sa conscience au moins pendant 5 minutes. En étudiant ce degré, il doit être en mesure de se transposer à tout moment et en toute situation dans ce centre de gravité, donc dans l'akasha, et de la reconnaître et effectuer tout ce qui concerne son être. Cette transposition de la conscience dans son propre akasha est le véritable état de transe magique qui est un premier degré de la liaison avec la conscience cosmique. La pratique concernant la liaison avec la conscience cosmique est décrite dans un prochain degré. Le véritable état de transe magique ne doit pas être confondu avec l'état que produisent les médiums spirits, au cas où il s'agit bien de vraies médiumnités spirites. La plupart du temps, on commet à ce sujet des inconvenances pour induire en erreur les personnes crédules. Les véritables médiums spirits produisent leur état de transe soit par une prière, un chant ou une méditation quelconque, soit au contraire par la passivité, vide mental, de l'esprit, par quoi ils amènent un déplacement spontané de la conscience. Dans cet état, il est possible à des élémentaux, à des morts et à des esprits inférieurs de déterminer le corps astral et le corps matériel à des manifestations et à d'autres actes. Du point de vue hermétique, de telles expériences sont à considérer comme de la possession, et même s'il devait s'agir parfois de bons esprits. Un vrai mage, à la vérité, ne doute pas de la réalisation de telles expériences, si elles sont réellement spirites, mais il plaindra tout au plus de tels médiums, médiateurs. Le mage peut établir d'une autre façon et consciemment des liaisons avec des esprits. Plus de détails à ce sujet au chapitre spécial. Formation magique de l'âme, v. Les instructions pratiques du 4e degré nous enseignèrent à tirer les 4 éléments de l'univers dans le corps, à les presser d'abord dans le corps entier et ensuite dans chaque partie différente du corps et ainsi à produire une tension des éléments, disons mieux un dynamite des éléments. D'un exercice à l'autre, le corps devint de plus en plus élastique par la tension des éléments et de plus en plus résistant à la pression produite. Ce degré nous avance d'un pas et nous enseigne à projeter les éléments à l'extérieur et à les y maîtriser, car sans projection des éléments à l'extérieur, un travail en magie pratique n'est pas concevable. Nous devons avoir à cœur de maîtriser la pratique parfaitement. Asseyez-vous dans votre position habituelle. Par la respiration pulmonaire et cutanée, vous inspirez à l'aide de l'imagination l'élément feu dans votre corps entier. Vous inspirez l'élément igné avec sa propriété spécifique, la chaleur, et vous expirez à vide. La chaleur est-elle bien sensible dans votre corps, l'élément feu,
par conséquent, suffisamment pressé, faites-le écouler par le plexus solaire au moyen de l'imagination et remplissez en tout l'espace où vous vous trouvez. En vidant l'élément de votre corps, vous devez avoir le sentiment que votre corps en est totalement délivré et que l'élément pressé s'est répandu dans le local, de la même façon que vous l'avez fait avec la force vitale pour l'imprégnation de l'espace. Répétez avec cet élément quelquefois la pression et l'évacuation, et à chaque évacuation, pressez davantage l'élément feu dans la pièce. Aussitôt que vous êtes vous-même libre de l'élément, vous devez sentir et éprouver par votre propre corps qu'il fait bien plus chaud dans la chambre. Après quelques exercices, la chaleur ne sera pas que subjective, mais réelle, et si une personne formée ou non à la magie entre dans un local rempli ainsi de cet élément, elle doit réellement sentir la chaleur. À l'aide d'un thermomètre, on peut contrôler jusqu'à quel point nous savons condenser notre imagination touchant le feu, pour qu'une chaleur matériellement sensible se manifeste réellement dans la pièce. Le succès de l'exercice dépend de la volonté et de l'imagination plastique. À ce degré, il n'est pas en effet nécessaire de produire une telle chaleur physique prouvable au thermomètre. Mais si un mage a un intérêt particulier à agir phénoménalement dans ce sens, il peut se spécialiser en ce domaine, à l'aide de l'instruction, en effectuant uniquement cet exercice des éléments. Le vrai mage cependant ne se contentera pas de ce petit phénomène et travaillera plutôt à sa formation ultérieure, car il est persuadé qu'il peut encore obtenir plus avec le temps. L'exercice de projection de l'élément dans l'espace est accompli, si le mage ressent distinctement la chaleur dans la pièce. Cela est-il le cas, il répandra, redissoudra alors l'élément feu pressé dans l'infini, donc dans l'univers, sphériquement dans toutes les directions. La chambre d'exercice est-elle chargée d'un élément, le mage peut la quitter à son gré sans avoir préalablement dissous l'élément. Il peut aussi fixer dans la pièce l'élément pour n'importe quelle durée, de la même façon qu'il l'a fait pour l'imprégnation de l'espace. La réussite dépend de sa volonté et de son imagination. Mais il ne convient pas de quitter pour longtemps la pièce pressée avec un des éléments, car des esprits de l'élément concerné jouent alors avec plaisir leur tour dans une telle atmosphère, ce qui se fait habituellement aux dépens du maître. Plus encore, à ce sujet, au chapitre concernant le travail avec les esprits des éléments. Il y aurait encore à noter ceci, le mage fait-il ses exercices dehors, donc dans un espace illimité, il doit alors, à l'aide de l'imagination, délimiter un certain espace d'une grandeur quelconque. L'imagination est partout illimitée. De la même façon qu'avec l'élément feu, l'élève effectuera des exercices avec les trois autres éléments, et après le feu, il prendra l'air, ensuite l'eau et enfin la terre. La mise en œuvre est au choix de l'élève, car elle dépend de son temps et de ses possibilités. Il peut un jour exercer avec un élément, le jour suivant avec un autre, etc., ou il peut accumuler le matin le premier élément, à midi le deuxième, le soir le troisième et le lendemain matin le quatrième. Les élèves qui disposent de beaucoup de temps et qui possèdent assez de volonté peuvent exercer les quatre éléments l'un après l'autre. De tels élèves feront sans aucun doute des pas de géant dans la maîtrise des éléments. L'élève domine-t-il les quatre éléments en ce sens, il peut continuer. L'exercice précédent enseignait au mage à accumuler dans l'espace par le plexus solaire l'élément inspiré. Dans l'exercice suivant, il apprend à écouler dans l'espace un élément accumulé par la respiration cutanée et pulmonaire non seulement par le plexus solaire, mais par l'expiration cutanée du corps entier et à produire de cette manière une accumulation des éléments dans l'espace. Cela est à exercer avec tous les autres éléments. La dissolution dans l'infini, dans l'univers, se fait exactement comme c'est indiqué dans l'exercice précédent. L'élève maîtrise-t-il aussi cet exercice parfaitement, il continue en effectuant le même exercice non pas avec le corps entier, mais seulement avec quelques parties du corps. En magie, ce sont les mains et les doigts qui sont le plus souvent employés, par conséquent l'élève doit leur vouer la plus grande attention. Par la respiration des pores, il doit presser l'élément concerné dans une main ou dans les deux de façon à le lâcher tout d'un coup comme l'éclair, par un seul mouvement de main, dans l'espace choisi et à l'en imprégner immédiatement. En répétant l'exercice, on devient aussi un maître en ce domaine. L'élève doit effectuer et maîtriser cet exercice avec tous les éléments.
Est-il parvenu à ce point, il refait un bout de chemin. Asseyez-vous comme d'habitude dans la position coutumière. Inspirez par la respiration pulmonaire et cutanez l'élément feu et pressez-le dans tout votre corps jusqu'à ce que vous ressentiez de nouveau de la chaleur. À présent, imaginez que l'élément feu pressé prend dans le creux de l'estomac, dans le plexus solaire, la forme d'une sphère de feu comprimée d'un diamètre d'environ 10 à 20 cm. Cette sphère comprimée doit être si ardente et si brillante qu'elle ressemble au soleil rayonnant. Ensuite représentez-vous que cette boule sort librement de votre plexus solaire et flotte dans les airs. Flottant dans l'espace, la boule doit aussi être imaginée incandescente et rayonnante de chaleur. Conservez-la par l'imagination aussi longtemps que cela va. Si vous vous en approchez avec les mains, vous devez sentir la chaleur rayonnante. Terminez l'exercice en dissolvant lentement la boule dans l'univers ou en la faisant exploser soudainement dans le néant. Les deux possibilités doivent vous être familières. Procédez de la même façon avec l'élément air, avec l'eau et enfin avec la terre. Afin de pouvoir vous faire une meilleure représentation en exerçant avec l'élément air, donnez à la sphère, en la comprimant, la couleur bleue. L'eau devrait vous être plus facilement représentable. Auriez-vous cependant de la peine, imaginez-la au début semblable à un bloc de glace sphérique. L'élémentaire assimilé à une sphère d'argile ne vous donnera certainement pas de peine. Dès que vous avez fait et que vous maîtrisez cet exercice avec une sphère de chaque élément, mettez-vous à créer suivant la même méthode d'autres formes avec chaque élément. Au début, choisissez des formes simples comme le cube, le cône, la pyramide, etc. On peut considérer que l'exercice est achevé, si vous avez réussi à condenser et à projeter en une forme quelconque chaque élément que vous pressez dans votre corps. Ce n'est que lorsque l'exercice précédent est parfaitement maîtrisé que l'on peut passer au suivant, qui décrit la projection des éléments directement de l'univers. Voici la pratique, vous êtes assis dans la position asana et vous respirez tranquillement et sans effort. Imaginez que vous attirez l'élément feu de l'espace infini, de l'univers, et que vous en remplissez la pièce que vous habitez. En outre, représentez-vous l'univers semblable à une immense sphère de laquelle vous tirez l'élément feu de tous côtés dans la pièce et que vous l'en remplissez. Imaginez que l'élément feu de la source primordiale est le plus éthéré, le plus subtil et que plus vous l'attirez, plus il se condense, plus il se matérialise et plus il devient chaud. En faisant cet exercice, vous devez sentir la chaleur sur votre corps. Plus cet élément comprimé est condensé dans la pièce, plus la chaleur est grande. Vous devez vous voir formellement comme dans un four. Dissolvez ensuite par la volonté et l'imagination cet élément dans l'infini. Vous répétez le même exercice avec l'élément air que vous attirez à vous de tous côtés, également de l'univers sphérique, vous en remplissez la pièce et l'y condensez. En faisant cet exercice, vous devez avoir l'impression de planer dans une mer aérienne infinie, tout à fait libre de la pesanteur et de la gravitation. L'exercice est-il effectué correctement, vous vous sentez alors, dans un espace rempli à ce point, aussi léger qu'un ballon. Ensuite dissolvez l'élément air condensé en sa première substance de la manière décrite dans l'exercice précédent pour l'élément feu. Procédez de la même façon avec l'élément eau. Imaginez que vous faites descendre vers vous cet élément d'un océan infini, au début sous la forme d'une vapeur froide que vous condensez de plus en plus à mesure que vous la rapprochez de votre personne et de la pièce. Remplissez de cette vapeur froide tout le local d'exercice en vous imaginant être au centre de l'élément eau représenté. Vous devez ressentir un froid glacial qui vous donne directement la chair de poule sur le corps matériel. Aussitôt que vous sentez ce froid, dissolvez l'élément eau de nouveau dans sa forme première et répandez-le dans l'infini. Par ce procédé, le mage est en mesure de rendre en quelques instants fraîche et agréable l'atmosphère de sa chambre d'exercice même en plein été. Procédez de la même manière avec l'élémentaire. De l'univers tirez une masse grise qui, semblable à de l'argile, brunit de plus en plus à mesure que vous l'amenez à vous. Remplissez de façon tout à fait compacte votre pièce de cette masse pesante. En faisant cet exercice, vous devez sentir sur votre corps la pesanteur et la cohésion ainsi que sa pression.
Avez-vous réussi à avoir par cette sensation l'élémentaire en votre pouvoir, décomposez-le alors de nouveau dans sa substance première comme nous l'avons fait avec les autres éléments. Comme nous le voyons donc, dans cette opération, l'attraction et la matérialisation des éléments a lieu exactement là où nous le voulons, sans que l'élément avec lequel nous travaillons justement passe par le corps, ainsi tout se déroule à l'extérieur de notre corps. Le mage doit maîtriser parfaitement les deux méthodes, étant donné qu'il emploie pour maints travaux magiques un élément matérialisé par son corps, par exemple, pour guérir des maladies, pour créer des esprits familiers et des esprits élémentaires, dans d'autres cas, il a besoin de nouveau de l'élément condensé directement de l'univers. Maîtrise-t-il bien cette pratique, il est à même de continuer. Le prochain exercice consiste à tirer de l'univers un élément avec lequel il ne s'agit pas de remplir la pièce comme dans l'exercice précédent, mais à condenser une forme choisie, comme cela fut prescrit dans ces exercices où des formes d'un élément furent condensées dans le corps, plexus solaire, et, à l'extérieur de celui-ci, maintenues flottantes dans les airs, à la seule différence que la création de la forme ne s'effectue pas dans le corps, mais immédiatement dans les airs en les y faisant flotter. Ainsi le mage doit savoir créer une sphère de feu, une d'air, une d'eau et une de terre. Cela lui a-t-il réussi correctement, qu'il produise d'autres formes avec les éléments flottants dans la pièce et qu'il les dissolve quelque temps après de nouveau dans l'univers. Mais, ce faisant, il doit toujours sentir nettement la propriété spécifique de l'élément manié, il doit même arriver à faire qu'un non-initié ou un ignorant sente et voit aussi l'élément en question. Mais ce sont déjà de grandes performances, des résultats d'une laborieuse application en ce domaine. En un mot, l'élève doit être en mesure au cours des exercices de condenser de l'univers chaque élément et savoir le compresser en toute forme souhaitée. C'est le but du dernier exercice entrepris. Des mages entraînés en ce sens parviennent à condenser tellement un élément qu'il devient une force matérielle. Ainsi ils peuvent avec l'élément igné allumer un feu à la plus grande distance. Au début, exercez-vous à comprimer par l'imagination en une minuscule sphère jusqu'à ce qu'elle devienne une étincelle incandescente, une boule de feu extraite directement de l'univers, sans la faire passer d'abord par votre corps. Logez cette étincelle dans un tampon d'ouate préparé et imbibé d'un liquide facilement inflammable comme l'éther, la benzine, l'esprit de vin. Une deuxième étincelle est apprêtée de la même manière avec l'élément air, et quand les deux étincelles se touchent, le tampon d'ouate s'enflamme et brûle. Si le mage a réussi ce petit tour de force, il essaie avec la mèche d'un cierge ordinaire et ensuite avec une lampe à pétrole. Il réalise cela à proximité et à distance. En outre, il peut projeter une étincelle de feu dans un verre ordinaire ou dans une bouteille et y précipiter une étincelle d'eau comme un éclair. Aussitôt que les deux étincelles se touchent, les deux éléments explosent, et le verre ou la bouteille éclate en 1000 morceaux. De tels jeux, le mage en invente lui-même par la suite, étant donné qu'il connaît et maîtrise effectivement les lois. Sans doute, le vrai mage ne s'occupera-t-il pas à de tels badinages magiques. Il sait bien qu'il peut produire par les éléments des phénomènes de la nature comme les éclairs, le tonnerre, la pluie, les grands orages ou bien les chasser, les arrêter et les décomposer. Toutes ces forces qui paraissent miraculeuses à l'homme normal sont une évidence pour le mage, et il lui est loisible de se consacrer à de tels phénomènes ou de continuer sa formation magique. Entre autres, il sait que les fakirs orientaux réalisent le miracle véritable du manguier uniquement par la maîtrise des éléments. En 1 heure, le manguier croît de la graine au fruit. L'élève a en outre la possibilité de contrôler physiquement la condensation matérielle d'un élément en lançant la forme condensée d'un élément dans un verre d'eau pure ou mieux d'eau distillée et en répétant quelquefois l'immersion de l'élément. Il constatera que le feu donne à l'eau un goût aigrelet, l'air un douceâtre, l'eau un âpre astringent et la terre un goût de moisi. Ce phénomène peut être aussi examiné chimiquement en plongeant un papier de tournesol dans une eau imprégnée à ce point. Si l'imprégnation est bonne et durable, on constatera que les éléments actifs, c'est-à-dire le feu et l'air, produisent une réaction acide et l'eau et la terre une alcaline. Qui ne penserait au sujet de cette expérience aux noces de Cana où le Christ changea l'eau en vin ?
Seul un grand initié comme Jésus pouvait accomplir ce miracle non pas de l'extérieur par l'influence des éléments, mais de l'intérieur par la maîtrise de l'akasha de l'eau à métamorphoser. Cela termine la maîtrise des éléments de la formation magique de l'âme du degré V. Que personne n'aille plus loin avant d'avoir pratiqué parfaitement tous les exercices et toutes les tâches. Tous les exercices vont régulièrement de pair, car ils dépendent les uns des autres. Je suppose que personne n'aura l'idée de s'en tenir à quelques exercices et à quelques méthodes. Non seulement le succès souhaité ne viendrait pas, mais on ferait du tort à sa propre santé. Cela est à considérer. Celui qui cependant effectue consciencieusement les exercices l'un après l'autre avec succès, peut continuer la conscience tranquille et travailler à toute vapeur à sa formation magique.